région du Nzi à Dimbokro, nous aurons 33 degrés à Boaké, 33 également dans la région de Bondoukou et la ville de Mont marquera 30 degrés. À présent, je vous invite à faire un petit tour ailleurs dans le monde. À Ouagadougou, on pourra observer un ciel grisonnant sous une température de 39 degrés. C'est tout le contraire à Bagdad où le temps sera dégagé avec en bonus une présence de poussière. Par ailleurs, un temps couvert est prévu sur la ville de Barcelone, accompagné de pluie sous une maximale de 20 degrés. Et puis la ville de Casablanca connaîtra des variables de 21 et 13 degrés avec également des prévisions de pluie. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI 1. Tu es extra cool? Tu profites déjà d'appels jour à des tarifs préférentiels, d'appels gratuits la nuit, de 500 SMS par jour, d'internet gratuit? MTN Extra Cool t'en donne encore plus. Maintenant, consomme au moins 600 francs la semaine et profite de 500 SMS offerts le dimanche. Extra kiffant, non? Alors, si t'es pas encore dans la famille Extra Cool, tape vite étoile 501 étoile 1 dièse. Plus d'infos sur www.mtn.ci. MTN. Après 48 heures à Bruxelles, en Belgique, le chef de l'État ivoirien est de retour dans la capitale économique. Le président Ouattara, rappelons-le, ainsi que d'autres chefs d'État avaient pris part hier à la conférence de donateurs pour le Mali. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a procédé aujourd'hui au lancement de son rapport sur le développement humain. Il en ressort que la Côte d'Ivoire, à l'instar de toute l'Afrique, a nettement progressé en termes de développement humain. Et puis hier, pratiquement tout le pays ou presque était dans le noir. Une coupure d'électricité générale qui a suscité maintes interrogations. La direction générale de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE a animé une conférence de presse ce jeudi. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Nous sommes aujourd'hui jeudi et c'est désormais une tradition. Le dossier de ce jeudi s'intéresse à ces innombrables cliniques installées ça et là sans autorisation et qui continuent de sévir. Restez donc avec nous pour suivre ce dossier au cœur de cette édition. Mais avant tout d'abord le retour ce soir même dans la capitale économique du chef de l'État ivoirien. Après 48 heures à Bruxelles en Belgique, le président Ouattara ainsi que d'autres chefs d'État avaient pris part à l'ouverture d'une conférence de donateurs pour le Mali hier. Cette initiative avait mobilisé environ 3,25 milliards d'euros pour aider le Mali à relancer son économie et ses institutions après la guerre. Comme vous le voyez sur ces images à sa descente d'avion, le président Ouattara a été accueilli par le chef du gouvernement et quelques ministres. Et puisqu'on en parle, retour en images sur la journée d'hier à Bruxelles, au cœur de la conférence des donateurs pour le développement du Mali, autour du thème « Ensemble pour le renouveau du Mali ». Faut-il le rappeler, environ 3,25 milliards d'euros ont été mobilisés pour aider le Mali à relancer son économie et ses institutions après la guerre. Les précisions de notre envoyé spécial à Bruxelles, Awa Touré, dans un commentaire signé Jérôme Kofi Aboulin. Ces engagements des bailleurs de fonds à hauteur de 2128 milliards 750 millions de francs CFA dépassent largement les objectifs des organisateurs qui ambitionnaient de réunir la somme de 1310 milliards de francs CFA. Pour le renouveau du Mali, la communauté internationale s'est donc fortement mobilisée lors de cette conférence de soutien au développement du Mali. 118 délégations, dont 13 chefs d'État et de gouvernement, au nombre desquels le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Le président Alassane Ouattara s'est félicité de la tenue de cette conférence destinée à consolider les bases de la sortie de crise au Mali. Grâce au soutien et à l'engagement de tous aux côtés du Mali, je suis convaincu que nous parviendrons à répondre aux besoins exprimés par le gouvernement malien. C'est pourquoi nous devons nous donner les moyens de rendre irréversibles les résultats de l'action militaire et de stabilisation et de permettre au gouvernement de tenir les échéances de sa feuille de route. L'adoption de la résolution 2100 des Nations Unies marque un tournant dans l'engagement de la communauté internationale au Mali, renforce la probabilité de voir se tenir l'élection présidentielle en juillet prochain
et l'accélération du processus de réconciliation nationale. Ces dernières années, malheureusement, le Mali a été affecté par le terrorisme, le trafic de drogue, la criminalité transfrontalière, la circulation et le trafic des armes. Le développement économique et social du Mali ainsi que la reconstruction de son outil de défense aideront à contenir l'expansion de ces menaces et à réduire le coût d'une guerre généralisée contre le terrorisme. La reconstruction et la paix au Mali dépendront de la capacité des États de la région sahélo-saharienne à faire face à la menace terroriste et aux menaces transnationales. Nous devons donc, dans les meilleurs délais, tirer les leçons de la crise malienne pour mieux préparer nos États et organisations régionales et sous-régionales à faire face à de telles situations. Nous devons développer une approche globale à la menace. Les réponses à apporter, nous investir dans la prévention et l'anticipation de situations analogues. La CEDEAO, pour sa part, est prête à mener cette réflexion avec ses partenaires. J'appelle donc au soutien de la communauté internationale aux efforts de développement des États, de l'ensemble des États, au renforcement de leurs outils militaires et de défense, ainsi que de leur capacité de collecte et de partage du renseignement. C'est à ce prix que nous protégerons nos États et que nous pourrons œuvrer à leur développement. Au lendemain de cette longue période de crise, où le Mali sort progressivement libéré et réunifié, le soutien de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire. Il est donc impérieux de nous assurer que l'aide de nos partenaires au développement à ce pays frère soit adaptée à ses besoins du moment et conforme au plan de relance dont il s'est lui-même doté dans le cadre de sa feuille de route pour la transition. Je voudrais, pour terminer, réitérer nos remerciements à la France, à l'Union européenne, pour cette initiative très louable et à tous les partenaires qui ont fait des annonces de contribution au profit du Mali et des Maliens. L'Union européenne, selon le président de la Commission, Manuel Barroso, est consciente de la dimension régionale de la crise malienne. Pour cela, elle est et restera fortement engagée dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement du Sahel. Le président de la République française, François Hollande, a pour sa part insisté sur l'organisation des élections à la date prévue en juillet 2013, avant d'ajouter que chaque euro dépensé au service du développement du Mali doit être utilisé efficacement. Notre premier devoir, c'est assurer l'accueil des réfugiés, permettre le retour à une vie normale, et la France apportera sa contribution, notamment par le financement de travaux pour rétablir l'eau, l'électricité, approvisionner la population en médicaments, ouvrir les pharmacies, bref, assurer l'essentiel. La tenue des élections en juillet 2013 pour le président par intérim du Mali est une véritable gageure qui demande que tous les Maliens se surpassent. Nous n'avons pas d'autre choix que cette refondation pour que plus jamais ne revienne le cauchemar des viols et des violences, pour que plus jamais ne revienne le cauchemar des coups d'État et des contre-coups d'État. Le président Dioncounda Traoré a par ailleurs remercié la France, l'Union européenne et les pays voisins du Mali. Il a exprimé sa gratitude au président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO qui a porté le Mali à toutes les tribunes et plaidé pour ce pays au nom de la CEDEAO et du voisinage. Le président Ouattara qui a donc regagné Abidjan hier, après cette conférence de donateurs pour le Mali. Justement, la campagne du président français François Hollande a effectué une visite aujourd'hui à Gao dans le nord Mali. Elle a confirmé l'engagement de la France aux côtés du Mali pour sa reconstruction. Valérie Trier-Veller a déjeuné avec les populations de Gao. Retour dans la capitale économique ivoirienne avec l'ouverture du forum économique dénommé CGECI Academy. La rencontre s'est ouverte ce jeudi à l'Hôtel Ivoire autour du thème « Entreprendre en affaires ». Elle est organisée par le patronat ivoirien qui entend ainsi inviter la jeunesse ivoirienne à la culture d'entreprendre. La première journée était présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le compte-rendu d'Alvorassa.
Pour cette deuxième édition de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire Académie, plusieurs experts ivoiriens et africains, entrepreneurs ont été sollicités par le patronat ivoirien pour faire partager pendant 2 jours leurs expériences avec tous ceux qui veulent entreprendre, jeunes diplômés, salariés, retraités ou personnes en quête d'emploi. Ils vont échanger sur le financement, le montage de projets, la persévérance quand l'on entreprend. Jean Kakou Diagou, président du patronat ivoirien, en conférence inaugurale, a invité les uns et les autres à oser entreprendre, quels que soient les obstacles qui vont se dresser sur leur chemin. Parce que, selon lui, c'est seulement par l'entrepreneuriat que la Côte d'Ivoire peut lutter efficacement contre le chômage. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan soutient que le thème de ces journées, Entreprendre en affaires, est une réponse appropriée à une vision stratégique du développement, faisant du secteur privé le moteur de la croissance économique en Côte d'Ivoire. Il s'agit également de contribuer à la résolution de l'épineux problème de l'emploi en valorisant à son propre profit, mais également à celui de l'ensemble de la communauté, nos savoirs et savoir-faire. Il a enfin ajouté que le gouvernement sera très attentif aux recommandations qui émergeront de ces journées. En compagnie des membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, des stands ont été visités et Daniel Kablan-Duncan a invité les entrepreneurs à demeurer dans l'excellence pour bâtir la Côte d'Ivoire. L'actualité nationale aussi marquée par la décision de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale ivoirienne qui vient d'autoriser le président de la République à ratifier 4 conventions internationales. Elle porte notamment sur la gestion des déchets dangereux et la conservation des ressources naturelles. En l'absence du ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre de la Justice, Ninema Coulibaly, qui a exposé et soumis ces 4 conventions au Parlement. C'était en présence de Victorine Niroyobo. Ayant en mémoire le déversement en 2006 des déchets toxiques dans le district d'Abidjan et les conséquences de cette catastrophe écologique sur les populations, les députés ont voulu en savoir davantage sur le contenu de ces conventions internationales, notamment la convention de Bâle, censée contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux. On peut retenir ceci. Cet amendement, tout en permettant à notre pays de ne pas recevoir des déchets dangereux, ne l'empêche pas d'envoyer des déchets dangereux produits en Côte d'Ivoire pour traitement dans les pays développés ou tout autre pays en développement disposant d'installations appropriées. Au cours du débat, les parlementaires ont exprimé au commissaire du gouvernement le souhait d'avoir les ministres de l'Environnement, de la Santé et de l'Industrie à l'hémicycle pour répondre aux préoccupations des populations. En attendant ces explications, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination est adopté à l'unanimité des membres présents de la Commission. La Commission des Affaires extérieures a également donné l'autorisation pour la ratification du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques, de la Convention africaine sur la conservation des ressources naturelles et la dernière portant sur les statuts de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA. Deuxième titre de ce 20h, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a procédé aujourd'hui au lancement de son rapport sur le développement humain. Le document est intitulé « L'essor du Sud, le progrès humain dans un monde diversifié ». Il ressort qu'au cours de la dernière décennie, l'Afrique est la 2e région présentant la croissance la plus élevée en termes d'indice de développement humain après l'Asie du Sud. Il en est de même pour la Côte d'Ivoire qui a nettement progressé en termes de développement humain. Les explications de Maïsako. Le rapport sur le développement humain produit un classement des pays selon leur niveau de développement humain à l'aide de l'indicateur du développement humain ou IDH. Ce que ce rapport nous montre, c'est que l'émergence est possible, puisqu'un certain nombre de pays du Sud sont sortis de la catégorie de pays moins avancés pour aujourd'hui contribuer de façon significative dans l'économie mondiale. Le développement humain, de façon générale, on peut dire que c'est l'amélioration des conditions de vie des populations, mais surtout la capacité des populations elles-mêmes à contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie.
à pouvoir exploiter les opportunités et les options qui existent. Le rapport indique qu'à l'instar du continent africain, la Côte d'Ivoire a enregistré une amélioration en matière de développement humain. Classé cette année à la 168e place sur 187 pays, avec un indice de développement humain de 0,432, le pays est en progrès par rapport à 2011 où il occupait la 170e place avec un IDH de 0,400. Cette avancée est due à l'essor du commerce, des investissements et à la coopération avec des économies émergentes. Le rapport souligne également que la Côte d'Ivoire, tout comme les autres pays africains, devrait pouvoir générer des millions d'emplois d'ici 2020 si les autorités investissent davantage dans l'éducation, la formation des jeunes, l'autonomisation des femmes et la création de nouvelles infrastructures sanitaires. Le constat est que dans ce domaine, beaucoup reste à faire. Mais l'État devrait encore faire plus d'efforts, moi je pense, dans le domaine social. Il y a un village à la frontière de Côte d'Ivoire qui n'a pas d'eau et qui va de l'autre côté au Ghana parce que c'est proche pour prendre de l'eau. Et les Ghanéens viennent, ils les frappent, ils cassent leurs bidons, tout et tout. Selon le rapport, si l'on veut maintenir, voire accélérer la dynamique de l'IDH en Afrique au cours des prochaines décennies, les pays du continent doivent réduire davantage les inégalités en se focalisant sur les jeunes, les femmes et les populations marginalisées. Dans l'actualité sécuritaire et judiciaire, la fin de parcours d'un gang de tueurs composé de 5 personnes. Leur spécialité, braquer des domiciles, des voitures de luxe et des personnalités. La bande a été interpellée en début de semaine par des éléments de la police criminelle. Les mises en cause sont soupçonnées d'avoir attenté à la vie du directeur de l'École nationale supérieure ENS et d'un officier en service à la direction de la police criminelle. Vous aurez tous les détails sur cette affaire criminelle prochainement. De nouvelles techniques et équipements améliorés pour le fumage du poisson mis à la disposition des femmes de l'association des vendeuses de poissons frais et fumés d'Abobo-Doumé. Jusqu'à la fin de la semaine dernière, elles utilisaient du matériel rustique. Le nouveau four appelé four FAO Tiaroy est le fruit de la collaboration de la FAO et du ministère des Ressources animales et halieutiques, nous dit Hugues Veblé. À Bobo-Doumé, dans la commune de Yopougon, ici s'alimentent en poisson de nombreux foyers d'Abidjan. À ce débarcadère, on trouve aussi bien du poisson frais que du poisson fumé. Intéressons-nous au poisson fumé et à ses conditions de préparation. L'hygiène est bien loin d'être appréciable avec le poisson traité pratiquement à même le sol et fumé sur des séchoirs rustiques noircis par la fumée et le temps. À ces conditions hygiéniques déplorables s'ajoutent des conditions de travail bien pénibles. La fumée, ça nous fatigue, ça nous donne la toux. Ça fait que, souvent on est malade. En tout cas, c'est pas facile, c'est très difficile. Là, il y a un nouveau four qu'on vous a installé. Est-ce que vous en avez entendu parler? Vous savez ce que c'est? Nous, on est habitué avec nos barriques, mais c'est pas avec four là. Il ne sait pas comment ça va se passer. On va essayer. Dans le cas contraire où ça ne nous arrange pas, on fait marche arrière. Désormais, à la disposition des 1500 membres de l'association des vendeuses de poissons frais et fumés d'Abobo-Doumé, une nouvelle plateforme de technologie de fumage, le four FAO Tiaroy. C'est un système de fumage mis au point sur plusieurs aspects. Il y a d'abord l'aspect sécurité sanitaire pour sécuriser le consommateur, pour réduire les pertes post-capture et aussi pour répondre aux normes internationales. La fumée produit des particules nocives et ce système permet de réduire, de filtrer ce goudron-là. Ce sont des fours qui fument à de grandes quantités de poissons en un temps record. Ça va nous permettre vraiment d'alléger nos difficultés. Pour l'amélioration des conditions de travail des fumeuses de poissons d'Abobo-Doumé et la rentabilité de leurs activités, la FAO et le ministère des Ressources animales et halieutiques ont joint leurs efforts. Ceci traduit la volonté de la FAO d'appuyer les États membres dans leurs efforts de réduire l'insécurité alimentaire et d'assurer la durabilité des ressources naturelles et la protection de l'environnement. L'objectif du gouvernement en initiant un tel projet, c'est de permettre aux femmes de disposer d'un minimum pour pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens. Et je crois que si de telles initiatives sont prises par le gouvernement, il n'y a pas de raison qu'on ne diminue pas le prix du poisson, puisque on peut avoir non seulement du poisson à profusion, mais on peut aussi avoir du poisson sain et fumé
sans difficulté. 17 millions de francs CFA, c'est le coût de la plateforme technologique de fumage de poissons dont bénéficie désormais l'association des vendeuses de poissons frais et fumés d'Abobo Doumé. Autre sujet, demain vendredi 17 mai à 18h, c'est la clôture du dépôt des dossiers de candidature à l'élection des délégués régionaux de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. À quelques heures de l'échéance, se bousculent aux portes du Bureau national chargé des élections les candidats. Le point avec Doigt des Lasers. Plateau, immeuble Les Arcades, 5e étage. Les candidats à l'élection des délégués régionaux de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, font rang à la porte du comité électoral national. Mathieu Yao, l'un des postulants, a parcouru selon lui plus de 250 km pour le dépôt de ses dossiers. Pour lui, il est temps que le mutualiste participe à la vie de la MUGEFSI. Aujourd'hui, on a donné l'opportunité aux fonctionnaires d'être membres, sinon participer à la gestion efficace de sa mutuelle. Ce qui nous a soulagé, c'est que le casier judiciaire qu'on devait joindre au dossier a été remplacé par une déclaration sur l'honneur. Occasion pour Lassine Diomandé, porte-parole du comité électoral national, d'inviter les potentiels candidats à se mettre à jour. Pour lui, la date des élections prévue pour le 9 juin prochain doit être respectée. Les fonctionnaires doivent montrer qu'ils sont des modèles en matière de ponctualité. Et donc, le respect des dates sera intéressant. Le scrutin est sans exclusive, il est ouvert à tous. Et à partir de cet instant, je voudrais demander aux fonctionnaires et agents de l'État de montrer leur maturité en votant dans la discipline, en votant dans l'ordre. La sécurité sera assurée. Jusqu'à ce jour, 53 dossiers ont été enregistrés par le comité électoral national. Le vendredi 17 mai à 18h, ce sera la clôture définitive du dépôt des dossiers. L'élection des délégués régionaux est le début d'un processus électoral dont l'objectif est de restituer la mutuelle aux fonctionnaires après plus d'une année d'administration par un comité de gestion. Une initiative du gouvernement visant à mettre fin aux querelles et à la gabégie qui ont perturbé le fonctionnement de la MUGEFSI ces dernières années. Bienvenue dans le dossier du jeudi. Aujourd'hui, on s'intéresse au domaine de la santé. Elles sont nombreuses, vous l'avez certainement remarqué, les infirmeries ou cliniques privées installées de façon anarchique. L'activité se développe encore et encore. Le danger, c'est que la plupart de ces structures exercent dans l'illégalité. Incursion au cœur de cet univers dans le dossier de ce jeudi. Il est signé Chantal Eouma Akanda. Fraîcheville, une infirmerie privée. De loin, cette infirmerie présente un beau visage. De près, elle est malade. Dès que vous franchissez ces lieux, ce sont des personnes non qualifiées qui vous reçoivent. Je ne suis pas habilitée même à faire une consultation. Donc moi, disons, ce sont les injections même. Quand les gens apportent les injections, je peux les faire. Puis si c'est un cas de palu aussi, je peux le traiter. Dans la plupart de ces infirmeries, les responsables sont absents. C'est lorsqu'il y a urgence qu'ils sont appelés. Les malades sont livrés à eux-mêmes, mais ces patients préfèrent fréquenter ces lieux. La raison avancée, le coût des prestations et l'accueil. Si j'ai Féron, comme ça, je viens soigner ici. Je suis satisfait. Et puis, c'est pas cher. Injection, là, c'est 500. Si je me soigne, là, c'est 500. Des fois, là, je prends tension ici. Dès qu'on arrive là-bas, on dit paye sérum, on paye sérum et s'occupe de nous rapide par rapport au grand hôpital. Parce que le grand hôpital, chaque année qu'on arrive là-bas, le malade se traîne, on a eu la mort dans tout ça là. Donc ce que moi j'ai vu par là, puis si on va dans l'infirmerie. À Tekoubé, une autre infirmerie privée. Là-bas, ce sont les femmes et leurs bébés qui fréquentent cet endroit. On y pratique même des accouchements dans un environnement malsain. Ici aussi, le premier responsable de ce centre est absent. Je suis aide-soignante. Je prends l'attention, souvent je fais les injections, je fais peser des bébés. Et puis les femmes aussi. Souvent, si c'est grave, il y a des perfusions, on fait. Quand il y a urgence, on l'appelle. À Yopougon, même constat. Aucune de ces structures n'a pu présenter une autorisation officielle d'exercer. Notre équipe de reportage a été renvoyée vers des propriétaires introuvables. Dans certaines infirmeries privées, salles de soins, salles d'accouchement, matériel médical, dans un cadre inapproprié. Ici, on fait les soins infirmiers et on fait aussi, comment on appelle, la maternité, c'est-à-dire
et les accouchements. Les papiers sont en cours. J'ai commencé à faire les soins infirmiers en attendant de me mettre à jour en ce qui concerne l'agrément. Conscient de l'ampleur des infirmeries installées anarchiquement un peu partout, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, à travers sa direction des établissements et des professions sanitaires, organise souvent des visites inopinées de terrain avec son unité spéciale de surveillance et de contrôle sanitaire. Le gros problème que nous avons, c'est surtout avec les infirmeries. Et d'ailleurs, pour donner le ton, elle avait ordonné la fermeture d'une structure qui se trouvait à Yopougon, en face du CHU de Yopougon, qui s'était installée sans document. Une descente musclée pour sommer les infirmeries sans autorisation à fermer leur structure. On a mené des actions d'inspection et de contrôle. Donc il s'est avéré qu'il y avait des établissements qui n'avaient aucune autorisation et qui étaient conduits par des personnels qui n'ont rien à voir avec le ministère de la Santé et qui n'ont aucune qualification. Donc fort de ça, nous leur avons adressé des avis de fermeture. Donc il était question que nous repassions pour voir si les établissements, oui ou non, ont été fermés, oui ou non. Avant septembre 2012, il y en avait 57. Et sur les 57 fermés par voie d'huissier, il y en a 7 dont l'ouverture avait été autorisée par nous-mêmes. Simplement parce que ces structures s'étaient mises dans les normes. Mais après, il y en a les 50 autres qui étaient fermées. Certaines ont réouvert spontanément. Il y aura une surveillance de plus en plus accrue au cours de l'année 2013 pour que justement ces établissements qui sont fermés, qui ne répondent toujours pas aux normes, restent fermés définitivement. La population ne comprend pas toujours la nécessité de fermeture des infirmeries qui exercent illégalement. Si une mère laisse la gratuité pour venir dans un coin privé, ça dépend. Non, maman, nous sommes fatigués. Quand tu vas à la maternité, on te frappe, on t'insulte, alors que la femme qui travaille, on doit la doloter. C'est la raison pour laquelle on vient dans les centres privés. Les gens qui de Boribana, même à Yopougon, même pour venir accoucher chez elle, c'est parce que c'est la manière dont elle prend les patients que les gens viennent toujours la consulter. Et une c'est qu'il y a un problème à la maternité ici. Et on a fait une injection sur elle. Quand je suis venue avec l'enfant, la dame ici, c'est ici avec un appareil qu'ils ont vu que l'enfant était vivant, l'enfant n'était pas mort. Un constat se dégage. Ces infirmeries boutiques poussent aujourd'hui comme des champignons au vu et au su de tout le monde. Ces structures sans aucune autorisation constituent une menace pour la santé des populations. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida est appelé à mettre de l'ordre, surtout que le gouvernement ivoirien a décrété l'année 2013 comme année de la santé. Voilà, c'était le dossier de ce jeudi signé Chantal et Ouman à Kandan. Après donc le dossier, on parle maintenant sport. Les fédérations sportives regroupées au sein de la conférence des présidents de fédérations ne sont pas du tout en phase avec leur ministère de tutelle. En guise de protestation, elles ont suspendu toutes leurs activités jusqu'à nouvel ordre. Le ministère, pour sa part, indique vouloir s'inscrire dans la bonne gouvernance. Les détails avec Benson Pieraka Claver. Le président de la conférence des présidents de fédération a, au cours d'une conférence de presse, annoncé la décision de suspendre toutes les activités sportives pour protester contre, ce sont ses mots, l'ingérence du ministère dans leurs affaires internes et la suspension du paiement de la parafiscalité décidée de manière unilatérale par le ministre. On a appelé les présidents de fédération pour dire que nous maintenons notre mot d'ordre de grève à partir de cet instant. À partir d'aujourd'hui, nous demandons à tous les présidents de fédération de suspendre leurs activités au plan national. On le dit, mais nous ne sommes pas fermés. Si au sortir d'ici, nous sommes appelés, c'est ce que nous souhaitons, nous pouvons encore discuter, parce que notre intention n'est pas de bloquer le sport en Côte d'Ivoire. C'est un ras-le-bol, nous venons, c'est un cri de cœur que nous avons lancé, puisque nous ne sommes pas occupés, nous sommes obligés de prendre la décision de dire arrêtons nos activités, parce qu'il ne faut pas multiplier les peines des gens. Le ministère chargé des Sports a tenu à repréciser sa position qui ne doit désormais souffrir d'aucune ambiguïté. Les dirigeants des présidents de fédérations sportives ont pris le mauvais pli d'avoir à percevoir l'argent public et de se soustraire aux justificatifs à produire. Aujourd'hui, un ministre arrive, il dit désormais, une fédération qui perçoit de l'argent public doit en justifier l'usage. C'est clair et c'est net. Et on leur demande de venir produire les justificatifs de l'usage qu'elles ont fait de l'argent perçu le 28 décembre 2012. Elles en sont pour la plupart incapables et on se met dans la presse pour dire que le ministre
ne veut pas payer la parafiscalité. À ce jour, c'est seulement 18 fédérations sur 46 fédérations qui ont pu déposer des justificatifs de l'usage qu'elles ont fait de l'argent public qu'elles ont perçu. Ce vendredi, une réunion entre le ministère et les fédérations sportives se tiendra au cabinet ministériel. La fumée blanche de la reprise des activités va-t-elle apparaître? Hier, pratiquement tout le pays, ou presque, était dans le noir. Une coupure d'électricité générale qui a suscité maintes interrogations. Des questions auxquelles on a des réponses, car les responsables de la direction générale de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE ont animé une conférence de presse ce jeudi pour expliquer cette coupure d'électricité. Elle serait due à une panne technique. Francis Bofo. Coupure générale d'électricité à Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays ce mercredi. Que de difficultés pour les consommateurs. On ne comprenait rien jusqu'à 22h, on était là, ça ne venait pas. Donc les enfants ne pouvaient pas dormir parce qu'il faisait un peu chaud aussi. Ça m'a donné des mauvaises idées parce que je me suis dit que dans ça, je me suis rappelé de l'essage Côte d'Ivoire 84. Et puis, un peu plus loin, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose derrière de coup d'État, pas derrière, parce que ça a duré pratiquement pendant 2 heures du temps. Ce n'était pas le cas. Pour les responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE, la cause est plutôt technique. Nous avons enregistré un incident, un défaut fugitif sur la ligne d'interconnexion entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ce défaut fugitif, c'est-à-dire un corps étranger invisible qui aurait perturbé la ligne électrique entière et qui s'est propagé jusqu'au poste d'Abobo et a provoqué la rupture totale de l'alimentation de ce poste d'Abobo. Or, le poste d'Abobo est l'un des postes les plus importants en termes de transit d'électricité au niveau de la ville d'Abidjan. Cette rupture totale donc de l'électricité au niveau du poste d'Abobo a fait fonctionner les automatismes de protection du réseau qui ont conduit à un déclenchement des groupes d'Azito et de tous les groupes de Vridi, à savoir Cyprel, Agrico et Vridi 1. Une fois que les groupes d'Azito, les groupes de Vridi et d'Agrico se sont déconnectés du réseau, c'est une perte importante au niveau de la production. Peut provoquer un déclenchement général. La CIE rassure donc la population qu'au jour d'aujourd'hui, la situation normale d'exploitation du réseau est entièrement rétablie. Donc nous sommes dans une situation normale d'exploitation avant cet incident. La CIE continue à être mobilisée pour garantir la continuité de la fourniture d'électricité à toute la population ivoirienne. Répondant à la question des journalistes sur les éventuels délestages que pourraient connaître les ménages, le directeur en charge de la production, du transport et du mouvement d'énergie répond que la Côte d'Ivoire dispose de grandes quantités d'énergie pour alimenter les ménages et approvisionner les entreprises en électricité. On termine avec cette note triste. Le monde des artistes africains vient d'être frappé une énième fois en cette année 2013 par la mort. Hier, c'était le tour de JJ Viquet de rejoindre la demeure éternelle. Âgé de 69 ans, il a rendu le dernier souffle dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 mai. Après une longue maladie, le poète, comme l'appelaient certains, laisse derrière lui une carrière musicale bien remplie. De son vrai nom, Gustave Benou Viquet, JJ Viquet est un compositeur et interprète béninois dont l'album le plus connu est JJ Viquet, le chanteur de la négritude et sa guitare africaine. Voilà qui marque à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.